Madame, Monsieur, bonsoir. 4 touristes français toujours portés disparus au Sénégal. Ils ont peut-être été enlevés par des indépendantistes. Les grèves encore et toujours, diversement suivies aujourd'hui à la RATP, dans les banques et à la Poste. Arlette Laguillier, la candidate de lutte ouvrière, souhaite une explosion sociale. Elle sera notre invitée ce soir en direct de Rouen. Également sur ce plateau, Jacques Attali pour les conclusions particulièrement terrifiantes du rapport que lui a commandé le secrétaire général des Nations Unies sur la prolifération et le trafic nucléaire. L'inquiétude grandit donc pour 2 couples de touristes français originaires de Saint-Étienne en vacances en Casamance dans le sud du Sénégal. Ils ont disparu depuis une semaine maintenant. Ils pourraient avoir été enlevés par des indépendantistes. Enquête de Valérie Astruc et Dominique Bonnet. La Casamance et ses grandes plages, au lieu du tourisme sénégalais. C'est dans cette région que 2 couples français ont disparu depuis une semaine. Pour voyager, ils avaient choisi de n'acheter qu'un billet d'avion, sans circuit touristique, une formule à moindre prix. C'est ce que l'on appelle un Sénégal en liberté. Donc ces gens-là pouvaient se diriger au nord, au sud ou à l'ouest du Sénégal sans contrôle particulier. Sans guide accompagnateur, les 2 couples se sont dirigés vers Cap Skirring, une région connue pour ses paysages. À Ziguinchor, la ville toute proche, ils déposent leurs bagages. Depuis, plus aucune nouvelle. On peut considérer qu'ils se sont dirigés vers le Cap Skirring par la seule route praticable, qu'ils se soient peut-être aventurés au sud de cette route dans un lieu dit le parc de Basse-Casamance. Et à partir de ce moment-là, on peut tout imaginer. Plusieurs hypothèses circulent sur le sort des 4 touristes français. Un accident, un enlèvement ou bien pris entre 2 feux. Car dans cette région sévit une guérilla entre les forces gouvernementales et les mouvements indépendantistes. Or, le jour où ils ont disparu, un accrochage entre les 2 parties avait été signalé. Le mouvement indépendantiste a nié toute responsabilité dans cette disparition. Quant au gouvernement sénégalais, c'est lui qui, depuis 5 jours, conduit les recherches. Une relativement bonne surprise pour les Parisiens. La grève à la RATP a été moins suivie que prévu, entre 80% et 90% du trafic assuré. Les employés de la RATP ont manifesté, une délégation a été reçue au ministère des Transports. Leur revendication principale, une hausse des salaires, une nouvelle menace de grève plane sur Paris la semaine prochaine. Grève encore dans toute la France et dans les banques. Cette fois, mouvement diversement suivi, les syndicats avaient appelé à une manifestation à Paris, suivie par Sophie Jouve et Guillaume Foutra. Lorsque les salariés des banques quittent leur univers feutré pour battre à leur tour le pavé parisien, ils ont recours au grand classique, au bon vieux slogan. 35 heures, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. À l'appel de la CGT, de la CFDT, ils ont réclamé des hausses de salaire, ils ont surtout dénoncé les réductions d'effectifs. Nous sommes aujourd'hui notamment à la Société Générale, une entreprise qui fait 4 milliards de bénéfices et qui se permet encore de diminuer les effectifs. C'est scandaleux. Que les emplois sont supprimés automatiquement, on ne peut pas satisfaire la clientèle pareillement si vous voulez. La crainte de travailler plus à des heures moins confortables, les suppressions de postes prévues un peu partout, dont 2000 au Crédit Lyonnais. Le malaise est général, mais les plus amers sont les salariés du Lyonnais. Au nom des difficultés qui ont été engendrées par les dirigeants de cette banque, on veut nous faire revenir sur tous les acquis au point de vue organisation du temps de travail. Les manifestants ont laissé un petit souvenir sur les portes de l'Association française des banques. L'occasion de critiquer les 0,6% d'augmentation des salaires qu'elle prévoit pour cette année. À la Poste, la grève affecte maintenant la distribution du courrier dans toute l'île de France et notamment en Seine-Saint-Denis. Un agent de la Poste sur 4 n'a pas travaillé aujourd'hui. Le centre de tri de Bobigny s'est mis en grève pour une durée illimitée. Et puis information économique, première étape de la privatisation de Bull, le groupe informatique français, l'entrée dans le capital de l'américain Motorola et le renforcement des parts du japonais NEC. L'État restera toutefois dans un premier temps majoritaire. Dans la campagne présidentielle, Lionel Jospin accueille plutôt fraîchement l'initiative du Parti socialiste de demander à François Mitterrand d'exprimer publiquement son soutien au candidat du PS, un nouvel épisode des relations conflictuelles entre le candidat Jospin et le président Mitterrand. Nathalie Saint-Cric.
Lionel Jospin mène sa campagne à sa façon. Les deux septennats de François Mitterrand, il s'en démarque volontiers et revendique son indépendance. Il a repris il y a longtemps sa liberté vis-à-vis de François Mitterrand, une stratégie politique, une attitude personnelle. L'héritage du mitterrandisme lui semblait trop lourd à porter. Pourquoi n'aurions-nous pas collectivement, et n'aurais-je pas le droit, moi, comme candidat à l'élection présidentielle, le droit d'inventaire? N'est-ce pas cela l'attitude de la raison? N'est-ce pas cela l'attitude de l'esprit critique et de l'esprit de progrès? Un esprit critique qui a choqué en haut lieu. Alors Laurent Fabius, Henri Emmanuelli ont décidé de s'en mêler, officiellement, pour aider le candidat Jospin. Nous pensons que François Mitterrand peut apporter plus et nous savons qu'il est prêt à le faire. Alors nous dépassons les susceptibilités, nous disons très bien, nous en prenons l'initiative. Je pense que François Mitterrand peut apporter beaucoup à cette campagne pour mobiliser l'électorat de gauche. Enfin, moi je suis le candidat des forces de progrès qui s'apprête à entrer dans le deuxième tour si les Français le veulent et donc c'est ça qui me motive. Tout ce que veulent faire ceux qui sont mes amis et qui sont proches et sûrement très bien. Vous n'aviez pas été informé à l'avance de cette démarche? Non. Un soupçon surpris, un brin agacé, mais Lionel Jospin maintient le cap. Et s'il a une rose au poing et joue la force tranquille, c'est à sa manière qu'on se le dise. À partir de dimanche, les sondages ne seront plus rendus publics, loi électorale oblige. Les deux derniers, ceux de l'IFOP pour Libération et Louis Harris pour Valeurs Actuelles, donnent Jacques Chirac à 26 et 26,5% des intentions de vote, Lionel Jospin à 21 et 20,5% et Édouard Balladur à 18,5 et 17,5%. Une journée marquée par l'irruption dans la campagne de la chanteuse Mylène Farmer, fort mécontente qu'un sosie ait pris part aux déplacements électoraux de Jean-Marie Le Pen. Journée de campagne signée Patrice Romden et Anne Dabrichon. Vous la reconnaissez? Mylène Farmer, bien sûr. Eh bien non, c'est son double, l'un de ces sosies d'artistes auxquels le Front National fait appel pour animer ses meetings. Seulement voilà, Mylène Farmer, la vraie, la chanteuse, s'insurge contre le procédé et de Los Angeles, elle appelle France 2. Je suis scandalisée d'apprendre que M. Le Pen ait pu utiliser mon image et tromper les gens de cette façon. Je trouve que ce procédé est révoltant, c'est scandaleux et je suis surtout triste, profondément malheureuse que les gens qui m'aiment bien aient pu penser un instant que je puisse cautionner une telle politique. Et il y a des personnes qui ont appelé la maison de disques et qui ont fait l'amalgame, qui n'ont pas pensé une seconde que c'était un sosie. Et Mylène Farmer porte plainte. Grâce à ça, j'aurais connu le nom de Mylène Farmer, j'en avais jamais entendu parler. Vous le reconnaissez? Bien sûr, vous venez de l'entendre, Jean-Marie Le Pen. Il glisse lentement le long de la façade de l'hôtel de ville, dîner de gala hier sur une péniche. L'hôtel de ville de Paris, ce n'est pas le château personnel de Jacques Chirac, son château est en Corrèze. Vous le reconnaissez? Mais si, cherchez bien. Jacques Cheminade, conférence de presse aujourd'hui à la maison des associations de Metz et tir groupé contre le couple Balladur-Chirac. Balladur, élu de Paris, aidé par Charles Pasqua, la mafia du 92, et Chirac, maire de Paris. Voilà la pompe aspirante. Elle est là, de la rente financière. Or, ces deux personnalités ne sont pas les représentants de ce milieu. Mais ils couvrent la politique de ce milieu, quoi qu'ils disent. C'est pour ça que je m'en méfie. Lui, vous le connaissez. Cet après-midi, visite du port de Dunkerque. Ce soir, meeting à Lille, la ville natale de De Gaulle. Et hier, aperçu près d'une boîte aux lettres car il a écrit à Chirac. Alors voilà. Cher Jacques, débattons publiquement devant les Français avant le premier tour. C'est de leur avenir bien plus que d'une autre qu'il s'agit, etc., etc. Cordialement, Édouard Balladur. Chirac en vadrouille du côté de Reims ce soir. C'est peut-être l'occasion de répondre. Et puis, contrairement aux informations qui annonçaient son ralliement au candidat Chirac, Brice Lalonde annonce qu'il ne prendra pas position avant le premier tour. Un coup de griffe en passant à la candidate écologiste. Les grands candidats, dit-il, s'expriment davantage et avec plus de compétences en faveur de l'environnement que Dominique Voynet. Dominique Voynet qui était en déplacement à Toulouse aujourd'hui, suivi par José Blanc-Lapierre et Alain Dubas.
Le reportage de José Blanc-Lapierre sur... 20 degrés sous les parasols hier à Toulouse. L'été semblait montrer le bout du nez, les terrasses se remplissaient à vue d'œil. Mais quand on est candidate à l'Élysée, même boire un simple jus de fruits se transforme rapidement en une mini-conférence de presse. Est-ce qu'on a le droit de dire les jeunes, comme on dit les femmes? Il y a des gens qui me donnent l'impression de n'avoir jamais été jeunes et de n'avoir jamais pris la mesure des problèmes que connaissent les jeunes dans leur diversité. Le droit au travail des jeunes, le droit à la formation, à l'éducation, au logement, à la santé sont niés tous les jours et je pense que ça mérite un vrai dialogue, un vrai débat. 5 demi-journées par semaine à l'école, un tronc commun jusqu'au bac, un revenu minimum étudiant et même un référendum lycéen. Ce sont les jeunes que Dominique Voynet a voulu séduire hier sur les bords de la Garonne. Je veux dire fermement notre refus de rémunération au rabais pour les jeunes, des exonérations destinées aux jeunes et à eux exclusivement, qui deviennent des sortes de conditions à l'embauche et qui conduisent, ou qui conduiront peut-être demain, un certain nombre de jeunes à rentrer à la maison en disant « Papa, j'ai trouvé un boulot, c'est le tien ». Dépasser les 3,87% de Brice Lalonde en 1981, c'est l'objectif de Dominique Voynet. La candidate des Verts vise les 5%. La candidate de Lutte ouvrière est ce soir notre invitée, Arlette Laguillier, en direct de Rouen. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez tenir dans quelques minutes une réunion électorale pour vous interroger, comme tous les autres candidats, deux journalistes de la rédaction, Roland Sicard et Albert Duroy. Madame Laguillier, vous promettez une explosion sociale après le deuxième tour. On vient de voir que les grèves se multipliaient. Vous pensez réellement qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour le futur président ? Écoutez, je crois que l'état de grâce est fini, qu'on est en train de le voir, que les travailleurs sont en train de montrer que sans attendre le futur élu de l'Élysée, eh bien ils ont commencé à utiliser la véritable arme de la classe ouvrière qui est la grève et que cela prouve qu'en réalité ils n'ont pas trop d'illusions sur ce qui pourra advenir après le second tour et que dès aujourd'hui ils font plus confiance à la grève qu'au bulletin de vote. Madame Laguillier, quand vous annoncez un troisième tour social qui devrait permettre, d'après vous, aux travailleurs de faire mettre en œuvre votre programme, est-ce que c'est pas un petit peu remettre en cause le suffrage universel et est-ce que, dans le fond, vous n'êtes pas resté fidèle au vieux slogan de mai 68, élection, piège à con? Vous savez, je ne l'annonce pas, ce troisième tour social. Je dis que je le souhaite. Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Je suis une militante de la classe ouvrière. Et cette colère qui s'exprime aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps, non seulement qu'elle s'exprime dans un certain nombre de conflits, mais en tout cas qu'elle couve dans la classe ouvrière. Avec tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ces gouvernements, ils ont bloqué les salaires, ils ont arrosé le patronat d'exonération sociale, d'exonération fiscale à fond perdu, le chômage n'a pas cessé d'augmenter. Eh bien, aujourd'hui, la classe ouvrière, elle montre qu'elle n'est plus dupe et que ce n'est pas parce que les entreprises font des bénéfices que justement elles créent des emplois, ni que les salaires augmentent. Eh bien, il faut justement inverser complètement ça. Et s'il y a demain un mouvement d'ensemble, une grève générale comme en mai 68, ça c'est sûr que je crois que là, vraiment, la classe ouvrière aura le moyen de peser sur les décisions du gouvernement, quel qu'il soit, après le deuxième tour. Alors parlons justement de votre programme à propos des salaires. Vous réclamez une augmentation pour les salariés de 1 500 francs. J'imagine que vous ne parlez pas de tous les salariés. Où est le plafond des 1 500 francs d'augmentation? Il y a un faux débat sur ce plafond. Je réclame 1 500 francs pour tous les salariés. Bien sûr qu'il est choquant. Même les cadres supérieurs? Bien sûr qu'il est choquant que des gens gagnent 120 000 francs, même 1 million de francs par mois quand ils refusent des augmentations à leurs ouvriers. Mais là aussi, tous ceux qui essayent aujourd'hui de fixer un plafond, ils se gardent bien de fixer un plancher. Et le salaire aujourd'hui, pour la plupart, pour la grande majorité des salariés, eh bien, qui gagnent moins, eux, de 15 000 francs par mois, eh bien, il devrait être de 1 500, cette augmentation devrait être de 1 500 francs. Et j'observe que tous ceux qui parlent aujourd'hui de limiter les hauts salaires, aucun ne prend position à part moi en disant oui, il faut 1 500 francs pour tous les travailleurs à qui on a bloqué les salaires depuis 1982. Donc, attendez un mot, vous oui. ne suivez donc pas Ségolène Royal lorsqu'elle dit qu'un salaire ne devrait pas normalement dépasser 40 000 francs par mois. Demandez à Ségolène Royal si elle me suit quand je dis qu'il faut augmenter les salaires de tous les travailleurs de 1 500 francs par mois.
Vous avez cette augmentation de salaire. Est-ce que, à votre avis, elles peuvent avoir lieu raisonnablement dans des entreprises, il y en a quand même pas mal en France, qui ont des situations économiques difficiles, qui sont en déficit souvent? Albert Duroy, les 50 premiers groupes français annoncent tous des bénéfices en hausse. Mais les autres. Eh bien, les autres, Parce que votre réclamation est je générale. Eh bien, je demande, avant de me prononcer, que les travailleurs, que la population ait le contrôle sur les trésoreries, sur les comptabilités de ces entreprises, sur les salaires de leurs dirigeants, sur savoir où a été l'argent dans les années fastes. Parce que quand on dit que des entreprises sont en déficit, quand elles ont, dans l'année, acheté d'autres entreprises en France ou à l'étranger, dont des fois elles ont licencié une partie du personnel, elles n'ont pas augmenté leur capital. Alors on dit cette année-là elles sont en déficit et on sait bien que l'année d'après elles seront en bénéfice. Alors qu'on autorise aux salariés de ces entreprises, à ceux qui travaillent dans les comptabilités et à toute la population de contrôler qu'il y ait la transparence et la publicité sur la comptabilité des entreprises et sur les comptes des grands patrons. Madame Laguille, en matière de durée du travail, où est-ce que vous fixez la barre? Est-ce que vous êtes pour les 35 heures? Est-ce que vous pensez que la baisse de la durée du travail est un des moyens de lutter contre le chômage? Il est évident que tous les gains de productivité qui ont été faits dans les entreprises, par exemple dans les entreprises d'automobiles, où aujourd'hui on sait que le coût du travail a été divisé par 4 et que ce n'est pas le coût du travail qui pèse dans le prix des voitures, mais le coût du profit. Alors oui, il faudrait que cette productivité serve à diminuer le temps de travail. Et je ne vais pas fixer de limite. Bien sûr qu'en tant que syndicaliste, je me bats depuis longtemps pour les 35 heures sans diminution de salaire. Mais si on peut diminuer encore moins et faire qu'on crée des emplois, eh bien il faut prendre sur les profits, mais pas sur les salaires des salariés. Madame Laguillet, dans cette campagne pour le premier tour jusqu'à présent, vous mettez totalement Lionel Jospin et Robert Hue dans le même sac que Balladur et Chirac? Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, comme on dit. Je constate que Lionel Jospin a le même programme que Balladur et Chirac, c'est-à-dire pas de programme pour vaincre le chômage, qu'il se refuse à dire qu'il faut des mesures autoritaires contre le patronat. Ni Balladur, ni Chirac, ni Lionel Jospin ne disent comme moi qu'il faut réquisitionner les entreprises qui font des bénéfices, qui licencient, qui suppriment des emplois et les faire fonctionner en embauchant des travailleurs, même s'il faut produire sans profit. Vous ne parlez pas de Robert Hue, là? Je ne parle pas de Robert Hue parce que Robert Hue se prononce effectivement pour un certain nombre de revendications du monde du travail. Mais ce qui change entre Robert Hue et moi, c'est que Robert Hue va donner ses voix à Lionel Jospin au soir du premier tour sans même exiger que Lionel Jospin s'engage sur les revendications que Robert Hue dit défendre dans cette campagne. Par exemple, les 1000 francs d'augmentation de salaire, par exemple, la suppression de la CSG sur les bas salaires, le quadruplement de l'impôt sur les grandes fortunes. Je pense qu'il ne demandera aucun engagement à Jospin, qu'il fera un paquet cadeau de ses voix à Jospin, et Jospin, eh bien, il ne sera engagé par aucune promesse en faveur des travailleurs. Madame Laguillet, vous êtes devenue une candidate à la mode d'une certaine manière, et dans certains de ce qu'on appelle les beaux quartiers, il y aura certainement des gens qui vont voter pour vous un petit peu par snobisme. Est-ce qu'une révolutionnaire comme vous, ça vous dérange pas? Écoutez, je ne sais pas d'où vous tenez cela, mais après tout, s'il y a des gens qui, en dehors de la classe ouvrière, se sentent pas très bien dans leur peau parce que eux vivent bien et qui ne supportent pas cette société d'injustice et qu'ils sont d'accord avec le programme que j'avance, qu'ils pensent qu'il faudrait que l'État, par exemple, cesse de subventionner le patronat à fonds perdu, ce qui depuis 15 ans ne fait que de créer de nouveaux exclus, et qu'ils votent pour moi pour dire que cet argent, l'État devrait s'en servir pour créer lui-même directement des emplois dans le service public, par exemple, et bien tant mieux. Et puisque je parle de service public, permettez-moi d'ajouter, puisque j'ai entendu tout à l'heure votre information par rapport à Le Pen et à Mylène Farmer, que Le Pen, il montre son vrai visage quand aujourd'hui, par exemple, il attaque les grévistes du service public, il attaque les gens qui revendiquent, parce que lui, c'est sûr qu'il n'a ni problème de chômage, ni problème d'exclusion, ni problème de revenus. Merci beaucoup Arlette Laguillet d'avoir été en direct avec nous. Demain soir, c'est Jacques Cheminade qui sera l'invité de la rédaction. Dans l'actualité judiciaire, un mandat d'arrêt international lancé ce soir contre Christelle Delaval, la compagne du conseiller général RPR de Clichy, Didier Schuller. Officiellement, ils sont en vacances à l'étranger depuis maintenant 2 mois. Agnès Varamy.
Mars 94, Didier Schuller fête sa victoire aux élections cantonales. Succès partagé avec sa compagne. Christelle de Laval, 28 ans, est aujourd'hui recherchée dans le monde entier par la voix d'Interpol. Elle ne s'est pas présentée le 30 mars dernier à une convocation des juges de Créteil. Serge Portelli et Philippe Van Dingenen se sont donc fâchés. Car Christelle de Laval est un maillon essentiel de l'affaire Schuller. Elle était en contact avec les entreprises du bâtiment soupçonnées d'avoir versé des pots de vin à Didier Schuller, alors responsable à l'office HLM des Hauts-de-Seine. La jeune femme serait donc impliquée dans ce circuit de fausses factures. Les vacances à l'étranger du couple Schuller de Laval ressemblent de plus en plus à une fuite. En fait, le conseiller général RPR, selon ses proches, aurait quitté définitivement la France par crainte de voir sa compagne jetée en prison, par peur de se voir convoqué à son tour par la justice. Et puis Bernard Tapie envisage de porter plainte contre le Crédit Lyonnais. Les experts mandatés par le tribunal de commerce viennent de rendre un rapport très sévère à l'encontre de la banque et de son ancien président Jean-Yves Abrère dans la gestion du dossier Adidas. Dans les affaires grenobloises maintenant, remise en liberté du maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Guy Cupillard, et du troisième adjoint d'Alain Carignon à la mairie de Grenoble, Guy Nevache. Ils sont tous les deux mis en examen pour corruption passive et complicité d'abus de biens sociaux. Alain Carignon, lui, est toujours emprisonné à Lyon. Et puis dans le cadre du dossier sur le financement du Parti républicain, on vient de l'apprendre, Gérard Longuet, l'ancien ministre de l'Industrie, a été entendu aujourd'hui pendant 5 heures par le juge chargé de l'enquête donc sur ce dossier. À Béthune, dans le Nord, jugement demain après-midi pour Jacques Mélic, le maire soupçonné d'avoir fait pression sur son ancienne attachée parlementaire, Corinne Krajewski, pour qu'elle fournisse un faux témoignage dans l'affaire OM Valenciennes. Corinne Krajewski, huée par des Béthunois après avoir dénoncé le système Mélic. Le jugement de demain sera rendu dans une atmosphère très lourde sur place Valérie Hermite et Alain Locaccio. Tout ça, les pressions, tout ça tout le temps, c'est ça depuis 2 ans. Non, Drôle d'ambiance à Béthune. Corinne Krajewski devant le tribunal vient pourtant de dire la vérité. Mais le public l'a eu, l'insulte. Corinne Krajewski sur le coup a craqué, puis elle a presque pardonné à ces gens, tant il apparaît important à Béthune de montrer que l'on est d'accord avec Jacques Mélic, quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse. Le mot peur revient souvent à Béthune. Oui. Oui, mais je le comprends, oui, tout à fait. Parce que même s'il n'y a pas de menace directe, jamais, il y a une ambiance, il y a un climat, vous pouvez pas voir qui vous voulez, vous pouvez pas parler à qui vous voulez parce que c'est rapporté immédiatement au maire, parce que... Donc c'est ça, c'est tout ça la peur aussi, hein. Il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi, hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Drôle d'ambiance à Béthune. Dans la rue, personne n'osera vous dire à visage découvert qu'il soutient Corinne Krajewski. Seuls quelques militants RPR dans une réunion de quartier s'aventurent. Il lui a fallu un sacré courage. Et je vous assure que si je la rencontre, je lui dirais bravo. Je n'ose pas trop en parler parce qu'on craint quand même, hein. Vu les pressions exercées et vu les retombées que ça peut avoir. Peur de perdre son emploi ou d'être mise à l'écart. C'est cette ambiance, cette crainte diffuse que dénonce depuis toujours l'opposition de Jacques Mélic. Le système Mélic est basé sur le clientélisme, l'affairisme et la gestion de son image. Il met toujours en avant son image et personnalise à outrance son action. Près d'1 millier de personnes bénéficient de l'action sociale municipale et des centaines d'autres travaillent grâce aux emplois trouvés par la mairie. Ces gens, disent certains, se sentent les obligés de Jacques Mélic, ce que conteste bien sûr la mairie, parlant de manipulation politique. Pas de système Mélic, là. Moi je m'insurge contre ses propos. Mélic a fait beaucoup pour la ville de Béthune, ça on ne peut pas, c'est un très bon maire et je sais qu'il le sera encore très longtemps. Pourtant, et pour la première fois depuis 18 ans, 3 conseillers municipaux socialistes, comme Bruno Dubout, ont démissionné. Plus d'accord non plus avec la gestion Mélic. Et pour la première fois aussi, depuis qu'il est maire, Jacques Mélic aura affaire, aux prochaines municipales, à une liste d'opposition issue de son propre camp. Au Japon, les arrestations se poursuivent dans les différentes communautés de la secte Aum, impliquée, vous le savez, dans l'attentat au gaz du métro de Tokyo. Un membre influent de la secte a même prédit dans une interview à la télévision un désastre pour le pays dans la journée de samedi, sans plus de précision.
mais des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour les 3 jours à venir par la police japonaise. L'engagement solennel du président ukrainien Leonid Kouchma devant une délégation européenne conduite par le ministre de l'Environnement français Michel Barnier. Il a promis la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl avant l'an 2000 pour remplacer les 2 réacteurs encore en fonctionnement. Une autre centrale thermique à gaz, celle-là, devrait être construite. Le nucléaire et les risques de prolifération des armes au centre d'une conférence très importante la semaine prochaine à New York. À la demande des Nations Unies, Jacques Attali vient de remettre un rapport au secrétaire général de l'ONU, M. Boutros-Ghali. Jacques Attali, bonsoir. Avant de détailler l'économie de l'apocalypse, un titre que je montre ici, voilà, un titre qui est révélateur des conclusions terrifiantes que vous tirez de votre très longue enquête. Je vous propose de voir avec nos correspondants à Moscou, Dominique Derda et Jean-François Bernigaud, les difficultés que rencontrent aujourd'hui en Russie les experts et les chercheurs en nucléaire. Mal payés, ils peuvent être tentés d'aller vendre leur savoir ailleurs. Regardez. Ça ressemble à une gigantesque cocotte minute et c'est la fierté des chercheurs de l'Institut des hautes températures à Moscou. Enfin, ce sera leur fierté, le jour où sa construction sera terminée. Car pour l'instant, les travaux avancent plutôt lentement. Faite du même métal que les sous-marins nucléaires, cette boule devrait être capable de contenir l'explosion de 2 tonnes de TNT. Mais on n'en est pas encore là. Depuis l'éclatement de l'URSS, le moral des chercheurs est au plus bas. Les finances, jadis illimitées, ne sont plus qu'un lointain souvenir. On a envoyé à la casse les plus grands des projets, civils ou militaires. Autrefois, on recevait immédiatement tout ce que l'on commandait. Maintenant, si tu veux un appareil quelconque, tu dois le chercher et l'acheter toi-même. Rien qu'un litre d'essence, il faut le trouver et le payer de sa poche. Pour tout, il faut de l'argent et les sommes que l'on reçoit sont ridicules. Un chercheur gagne en moyenne de 200 à 300 francs par mois, la même chose qu'un chauffeur d'autobus. Sur les 3500 personnes qui travaillaient à l'Institut, la moitié s'est déjà recyclée dans la banque, le commerce, les affaires. Certains de ces scientifiques disposent pourtant de connaissances très approfondies dans des domaines qui ont longtemps intéressé au plus haut point le tout-puissant complexe militaro-industriel de l'Union soviétique. Des spécialistes d'un tel niveau, sous-employés, mal payés, voilà de quoi inquiéter les grandes puissances occidentales qui craignent que ces petits génies ne se mettent au service de pays, disons, peu fréquentables. Depuis 9 mois, le Centre international des sciences et des technologies rémunère directement et en dollars une 60aine de ses chercheurs. Ils travaillent désormais sur des projets entièrement civils, destinés notamment à rendre plus sûres les centrales nucléaires. L'argent vient des États-Unis, d'Europe, du Japon. En Russie, plus de 8000 scientifiques bénéficient ainsi de salaires plutôt confortables qui leur permettent de poursuivre leurs travaux sans aller chercher fortune ailleurs. Certains, de toute façon, ne pourront jamais quitter la Russie. La loi le leur interdit. On m'a déjà refusé l'autorisation de sortie. On m'a prévenu que si je renouvelais ma demande, on me ferait exactement la même réponse. Mais grâce aux moyens modernes de communication, le fax, l'ordinateur, les réseaux informatiques, ces hommes, s'ils le voulaient, pourraient, sans quitter leur bureau, transmettre n'importe où dans le monde les informations les plus secrètes. Pour fuir, les cerveaux n'ont plus besoin ni de visa de sortie, ni de franchir clandestinement les frontières. Jacques Attali, je le disais, le constat que vous dressez est particulièrement alarmiste et particulièrement préoccupant. Dans quelle proportion est-ce que les risques ont été multipliés par l'effondrement du régime soviétique? C'est la principale cause du fait que les dangers sont devenus absolument urgents. Avant, quand tout le monde avait peur en Union soviétique, il n'y avait pas trop de dangers. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne pour contrôler l'ensemble des centrales nucléaires, l'ensemble des systèmes d'armes. On peut compter sur 50, 60 personnes à Moscou pour contrôler l'ensemble du système. Et le système est en voie de désorganisation. L'assistance européenne ou américaine est dérisoire. Si on ajoute à ça qu'il y a le désarmement qui libère des fusées qui auparavant étaient bien gardées et tenues, on a aujourd'hui quelque chose comme 300 tonnes de plutonium et d'uranium dangereux disponibles, sachant qu'il suffit de 4 kilos pour faire une arme. Oui. Est-ce que ça veut dire très concrètement, et c'est peut-être un peu réducteur, qu'aujourd'hui n'importe quel pays, n'importe quel groupe d'intérêt peut se procurer une arme nucléaire? Ce que j'ai découvert en faisant cette longue enquête, c'est que si 5 pays aujourd'hui ont l'arme nucléaire, plus de 20 en plus peuvent la faire demain matin. Et en dehors de cela, des sectes, des groupes non étatiques, des cartels de drogue ou autres, peuvent assez facilement, avec quelques centaines de millions de dollars, ce qui est une somme accessible, faire une arme nucléaire, ou au moins, moins cher, faire ce qu'on appelle une arme radiologique, c'est-à-dire faire exploser
au contact d'un explosif traditionnel quelques centaines de grammes de plutonium, ce qui est une arme extrêmement dangereuse. Donc aujourd'hui, la dissémination est pratiquement dans l'état de fait. Et des quantités d'uranium ont déjà été dérobées en... Il semble aujourd'hui on n'est pas tout à fait... On peut difficilement dire quel est le montant, mais il y a certainement plus d'une centaine de cas qui ont été répertoriés. Et j'estime, après cette longue enquête, qu'il est vraisemblable que l'équivalent de ce qui est nécessaire pour faire 2 à 3 bombes a déjà été volé. Au profit de qui, on ne sait pas. C'est très difficile à savoir. Il y a plusieurs États qu'on soupçonne de vouloir gagner du temps en volant des matériels nucléaires, parce qu'ils peuvent aussi l'obtenir très naturellement, simplement par leur centrale classique, c'est un des autres dangers, mais aussi quelques trafiquants qui simplement le volent pour le commerce. Oui. Quelles sont les solutions face à ce problème qui est bien évidemment énorme? D'abord, il faut augmenter les moyens de police internationale. Aujourd'hui, les agents internationaux chargés de contrôler ce genre de trafic sont moins nombreux que les agents qui, aux États-Unis, contrôlent la sécurité des poulets, ce qui est évidemment dérisoire. D'autre part, il est très important de mettre sous contrôle international tout ce qui est dangereux, en particulier les armes du démantèlement, les armes retirées des anciennes républiques soviétiques, etc. Mais aussi, il est extrêmement essentiel d'éviter que les centrales nucléaires classiques et les systèmes qui permettent de retraiter les déchets des centrales nucléaires classiques soient utilisés à faire du matériel utilisable pour le nucléaire. Et ça exige l'équivalent de ce qu'a été le traité de non-prolifération, mais dans le domaine civil, c'est une énorme révolution qui est urgente aujourd'hui. Mais vous préconisez, vous, par exemple, un droit d'ingérence dans les républiques concernées par... Je pense que ce qui s'est passé au moment de l'affaire irakienne, et ce qui s'est passé aussi au moment de l'affaire de Corée du Nord l'année dernière, où on a vu qu'il y avait un début de commencement de centrales utilisées pour faire des armes nucléaires, devrait devenir général. C'est-à-dire que les Nations Unies devraient avoir le moyen, lorsqu'il y a un vrai danger, de s'ingérer et d'aller intervenir. L'humanité s'est dotée avec l'arme nucléaire du moyen de se suicider. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser traiter à la légère. C'est certainement un des enjeux majeurs des prochains mois. Vous parlez de plan de la dernière chance. Est-ce que vous ne grossissez pas volontairement le trait pour éviter que les choses ne se passent réellement, finalement? Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore à la portée des hommes que d'éviter que ceci tourne à l'apocalypse. Nous avons encore les moyens, et la conférence de la semaine prochaine, qui commence la semaine prochaine, pour le renouvellement du traité de non-prolifération, est un des enjeux essentiels. Nous avons, je pense, encore 1 an pour faire les choses sérieusement. Si dans 1 an, tous ces moyens de police, d'action internationale, de modification des systèmes technologiques des centrales nucléaires civiles ne sont pas mis en œuvre, alors l'apocalypse est très probable. Je vous remercie, Jacques Attali, et je rappelle donc le titre de votre rapport, Économie de l'apocalypse, qui sort, je crois, la semaine prochaine en librairie. Merci beaucoup. En Grande-Bretagne, la nomination comme numéro 2 de l'église anglicane de l'évêque de Londres, Monseigneur David Hope, avait rendu public il y a quelques semaines son homosexualité. Il s'est engagé hier à favoriser une discussion sur ce sujet au sein de l'église, une discussion réveillée par un film anglais qui est sorti hier en France, Prêtre, un film qui provoque un tollé dans les milieux intégristes américains, mais en Grande-Bretagne, il a été plutôt bien accueilli. À Londres, Bernard Lebrun. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Violence et passion, passion religieuse. À 28 ans, Linus Roche n'a pas hésité un seul instant pour revêtir la robe du curé. Le père Pilkington, héros torturé de ce film, tourné avec bien des difficultés à Liverpool. Au moment du tournage, on a ressenti beaucoup de résistance et de peur vis-à-vis du projet. Ceci dit, maintenant, j'aimerais bien que l'évêque catholique de Liverpool voie le film. Parce que tous les prêtres que j'ai rencontrés, qui l'ont vu, l'ont aussi immédiatement soutenu. Liverpool, la ville anglaise la plus ravagée par les années de crise, la cité où naquit la légende dorée des Beatles et, ou plutôt, était aussi un grand port. Au trafic des esclaves succéda au siècle dernier des milliers d'immigrants irlandais fuyant la famine. Irlandais et donc catholiques. Ils sont à Liverpool aussi nombreux que les anglicans. Alors, Linus Roche interprète un père catholique et pourtant les questions posées par ce film sont universelles et s'adressent tout autant à Rome qu'à Canterbury. Nous avons choisi l'église catholique parce que c'est peut-être là qu'il y a le plus de rigidité. Mais la rigidité est présente de toute façon, partout dans nos sociétés. Quand la fiction s'inspire de la réalité, elle produit un film aussi violent que ses images. Des militants homosexuels dénonçant l'hypocrisie de l'église anglicane, dont les évêques refusent d'avouer publiquement leur homosexualité. Ça, c'était hier.
Mais les temps changent. L'évêque anglican de Londres, David Hope, qui a fait des aveux télévisés, a été nommé aujourd'hui par Sa Majesté Élisabeth, reine d'Angleterre et chef de l'Église, archevêque de la ville d'York. Voilà, c'est la fin de ce journal après la campagne officielle et la météo de Sophie Davant, envoyée spéciale. Le dernier journal présenté par Catherine Sellac vers minuit 40. Demain matin à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Nicolas Sarkozy, le porte-parole du candidat Balladur. À 13h, Daniel Bilalian, et nous nous retrouverons comme chaque soir à 20h. Bonsoir, merci.